Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Hello, c'est Mathieu au micro pour un nouvel épisode de Mordu. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un mec qui vit à l'équilibre sur son vélo, mais aussi à l'équilibre entre deux mondes. Nicolas Fleury a été champion du monde de VTT trial, une discipline spectaculaire, ultra technique, où tout se joue à quelques millimètres et où l'erreur ne pardonne pas. Mais Nicolas, ce n'est pas seulement un compétiteur, c'est aussi un ingénieur diplômé qui aurait pu choisir la voie toute tracée. Un créateur d'images qui roule sur des toits à 30 mètres du vide. Un type qui un jour décide de traverser l'Europe à vélo alors qu'il n'avait jamais vraiment roulé plus de 5 km d'affilée. Dans cet épisode, on parle de compétition et de pression mentale, de ce que ça fait vraiment d'être champion du monde, de prise de risque et de maîtrise, de business dans un sport confidentiel et de ce fameux projet Paris-Malmö, 1400 km en plein automne, qui l'a profondément transformé. Vous allez voir, Nicolas n'est pas une tête brûlée, c'est même tout l'inverse. C'est un mec méthodique, exigeant, lucide, qui a simplement décidé de choisir les chemins difficiles. Allez, installez-vous bien, c'est parti pour la fat interview de Nicolas Fleury. Salut Nicolas, bienvenue sur Mordu. Salut, merci beaucoup. Bah écoute, je suis très content de te recevoir ici. C'est un autre invité de Mordu qui nous a mis en contact, Victor Galuchot. Je sais pas si je dois le remercier ou pas, mais on verra ça tout à l'heure. On va dire dans le merci Victor. Ouais. Tu l'as connu comment, Victor? Victor, déjà, j'étais un grand fan quand j'étais petit de Bon Appétit. J'ai suivi toutes les saisons de Bon App, donc sa web série en ski qui a duré près de 10 ans, je crois. Donc j'ai suivi tout ça de très près quand j'étais petit. Et puis ensuite, on s'est rencontrés sur un événement en lien qui rassemble des athlètes et qui parle grosso modo d'écologie. Et on a fité de ouf, on s'est trop bien entendu. Et en plus de ça, maintenant on bosse ensemble sur un projet de documentaire parce que Victor, il est skieur pro, mais il est aussi réalisateur. Et moi, j'aime trop sa patte de réal. Et donc, on bosse ensemble sur un projet qui devrait sortir à la fin de l'année 2026, si tout se passe bien. Ah bah écoute, Victor m'a contacté là il y a quelques semaines, il m'a dit il y a vraiment un mec qu'il faut que tu rencontres, ça va grave fitter entre vous. Il fait du trial, il est trop fort et par ailleurs voilà, il a plein de projets, il a plein d'idées, il est hyper engagé sur les sujets de transition, en tout cas, il essaye à sa mesure de faire des choses. Donc voilà, bah écoute, c'est pour ça, moi je suis bien content de t'avoir. On n'a pas eu beaucoup de spécialistes du trial, du VTT ici, mais c'est top. On va commencer. Quand tu te présentes, toi, tu te présentes comment? Comme VTTiste champion du monde, rider influenceur, athlète? J'évite le champion du monde dans la première phrase parce que ça fait un peu le gars qui a le boulard, mais non, je dis que je suis athlète professionnel en VTT, que ma spécialité c'est le trial et que vu que la personne en face ne connaît pas le trial, je lui dis grosso modo je franchis des obstacles à vélo et j'agrémente tout ça de figures pour rendre le tout un petit peu plus poétique et joli à l'image. Comment t'as commencé toi le trial pur? Ouais, le trial et le vélo. Tu peux me dire le premier vélo, c'est quoi ton histoire au vélo quoi? Ouais, le premier vélo moi j'ai commencé méga tôt, à 2 ans en gros, j'étais déjà sur un vélo à faire des tours dans la cour de chez mes grands-parents, mais rien d'exceptionnel, tu vois. Le vélo pour moi c'était un moyen de locomotion. J'allais à l'école dès la primaire en vélo parce que j'habite dans un petit patelin où je pouvais le faire. Donc c'était méga pratique. Collège pareil. Et à 8 ans, je vois une démonstration de trial en l'occurrence à un événement à Besançon, le club du coin qui organise une démo sur un événement et je tombe un peu amoureux de la discipline. Et puis là on est 21 ans plus tard, 20 ans plus tard. J'ai 28, j'avais 8 ans et c'est un peu parti en couille entre-temps quoi. Et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Ben déjà t'as fait ça pour faire le malin? Ouais, il y avait un peu de ça, je pense au début, tu vois, j'ai vu des mecs s'envoler sur un vélo, je me suis dit si t'arrives de lundi matin en sachant faire ça devant l'école, c'est quand même très stylé. Je pense qu'il y avait une petite partie de moi très très égocentrée qui pensait ça, mais non, mais je trouvais que la prouesse physique et technique était juste hallucinante, tu vois, de voir des mecs qui arrivent à monter sur des trucs. On connaît tous la difficulté de monter sur un trottoir à vélo ou d'en descendre ou voilà.
Et là, tu vois des gars qui s'envolent à plusieurs mètres de haut d'un obstacle à un autre et tout. Je trouvais ça assez féerique, tu vois. Et donc, je suis devenu un peu mordu de ce truc-là. Ouais, tu m'as dit que t'étais accro. Alors quand on a préparé, tu m'as aussi dit, enfin j'ai retenu ça, que t'étais pas spécialement doué, mais tu vas me dire. Ouais, je pense que j'étais pas méga doué. J'ai eu la chance de commencer assez tôt. Tu vois, 8 ans, c'est quand même. Je pense que tu commences un sport et tu commences un sport entre tes 5 et 10 ans et tu continues jusqu'à tes 30, t'as quand même de grandes chances d'être plutôt bon. Mais j'étais pas le plus doué à l'entraînement. Par contre, je m'entraînais peut-être un peu plus. Et puis après, j'ai commencé la compète et là, ça m'a un peu matrixé le cerveau. Je suis tombé autant amoureux de la compétition que de mon sport, en fait. J'ai trop aimé cette adversité, ce truc de difficulté. En plus, dans un sport individuel, t'es vraiment dans un sport individuel et comme le trial. Donc pour faire très simple, en gros, tu dois franchir des obstacles les uns après les autres. Chaque obstacle te rapporte des points et t'as plusieurs parcours comme ça à faire dans ta journée. Donc t'es pas vraiment en compète avec les autres, t'es d'abord en compète avec Donc avec c'est toi. les images qu'on a où t'as un parcours où faut que tu sautes sur un rocher, Exactement. puis après tu dois passer De sur un tel tronc d'arbre rocher. en Exactement. équilibre. Ouais, c'est ça. Et ce parcours, il est fléché avec des petites flèches qui te rapportent des points tout bêtement. T'as 2 minutes pour franchir on appelle ça une zone, c'est le parcours, avec ces petites flèches dans l'ordre. Et à la fin de la journée, en gros, celui qui a le plus de points a gagné, quoi. C'est vraiment un espèce de combat contre toi-même, dans le sens où t'as pas le droit de repérer le parcours avant avec ton vélo. Donc tu sais pas du tout si le rocher il glisse, si le rocher il est vraiment incliné ou pas trop, si la prise d'élan, cette racine elle va te déranger ou pas. Et du coup bah t'es lancé dans cette zone et démerde-toi, quoi. Fais du mieux que tu peux. Et donc c'est arrivé à transférer tes skills que t'as à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement tu t'entraînes sur des rochers, mais ils ont pas la même tête. Ils ont pas la même ils ont pas le même grain, t'as pas la même prise d'élan, t'as plein de facteurs qui jouent. Et c'est arrivé à transférer ce que t'as appris à faire à l'entraînement en compète, et c'est méga intéressant, et ça demande une adaptabilité qui est assez folle, quoi. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première compète? Ouais, je me rappelle très bien. Pour les gens qui habitent en Franche-Comté, parce que je suis originaire de l'Est de la France, c'était à Beutal. Vraiment, c'est un petit patelin paumé. J'ai fait avant-dernier. Ah, ça veut Non, dire je te dis, j'étais vraiment éclaté quand j'étais petit. Vous étiez combien? Je sais pas, je pense qu'on peut être régional, catégorie débutant plus, t'es une vingtaine, tu vois. Ah ouais, t'étais même pas 3, quoi. Non, j'étais éclaté. J'étais nul. J'étais vraiment nul. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui m'a piqué dans mon ego, tu vois, où je me suis dit, putain, c'est pas une vie d'être nul à ce point, vas-y, on va s'entraîner un peu et revenir plus fort. Mais au début, non, c'était une catastrophe, ouais. Et je pleurais beaucoup, en fait. En fait, ce qui était horrible, c'est pas juste que j'étais nul, c'est que j'aimais pas être nul. Ce qui est assez logique, tu vas me dire. Et je passais mes compètes à pleurer. Parce que j'étais déçu de moi, tu vois, j'étais vraiment profondément déçu. Et ça a duré très longtemps. Ah ouais, mais ouais. Ça me fait rire. Je pense qu'à 20 ans, il y a des compètes où je lâchais une petite larme entre deux zones, tu vois, en me disant, mais putain, ça me fait rire parce que, Nico, on se connaît pas très bien, on s'est croisés 2-3 fois avant d'enregistrer. T'es quand même un mec plutôt chill, plutôt posé. Ouais. Tu fais des trucs de maboule. On va y revenir tout à l'heure, quoi. Donc le mec qui pleure sur son vélo dans un coin, ça matche pas trop. Non. Mais c'est rigolo parce que nous, on reçoit plein de super athlètes ici, et très souvent, en fait, il y a un peu cette transformation chez ceux qui ont vraiment réussi à transformer, c'est-à-dire à performer, de ce j'ai pas envie de perdre, je suis pas content quand j'ai perdu. Je supportais pas être. Il y a Mathias Dandois qui nous a expliqué ça ici. Mathias, c'est un compétiteur de malade. Ouais, on dirait pas comme ça, tu vois. Le mec méga chill aussi. Cool et tout. Mais en fait, je pense que quand on passe dans notre domaine et en compète, je sais pas, il y a un truc qui opère où c'est pas que t'es plus le même parce que tu restes le même, mais juste t'es fait pour ça, quoi. Donc je crois qu'il y a un moment où tu peux pas, c'est même pas vis-à-vis des autres, hein. Je pense que c'est une espèce d'exigence envers nous qui est tellement importante, et il y a tellement d'entraînement et de charbon derrière que tu peux pas te contenter, en fait, tu vois. Tu peux pas être juste suffisant. T'as beaucoup bossé, OK. Ouais. Et ça, tu peux bosser autant que tu veux. Le jour de la compète, c'est la compète, quoi. Il y a le stress, la pression et tout ça. C'est quoi le switch que t'as trouvé? Il y a eu un peu plusieurs étapes. Moi, il y a une étape qui m'a beaucoup aidé, c'est la prépa mentale, qui est quand même, qui arrive quand même depuis quelques années là en France, bien comme il faut, mais il y a 10 ans, on était quand même un peu à la rue en France par rapport aux anglo-saxons, à ces pays-là qui étaient un peu en avance. La prépa mentale, ça m'a vachement aidé à gagner confiance en moi, et parce que moi, j'étais le genre à vraiment être, j'étais quand même bon,
mais j'allais demander des conseils à des mecs éclatés, tu vois. Genre, comment tu ferais à tel endroit? Je demandais ça, moi j'étais en équipe de France et j'allais demander ça aux mecs, mais vraiment éclatos, tu vois, du coin. Et en fait, mes coachs et même les gens même mon daron, tu vois, ils me disaient, mais, enfin, pourquoi, tu vois, genre, et confiance, tu sais faire, genre, juste exprime-toi, fais-toi plaisir. Et ça a mis, la prep mentale, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Et après, je dirais que ce qui m'a aidé un peu tout le temps, mais ça c'est plus perso, c'est que je suis un peu sans arrêt. Je suis à la fois très confiant dans ce que je fais et à la fois je me remets en question tous les jours. C'est presque un peu, c'est à double tranchant parce que c'est à la fois bien dans le sens où, bah voilà, ça te permet d'évaluer ce que tu fais bien, ce que tu fais pas bien, mais trop se remettre en question, c'est aussi se faire des nœuds au cerveau qui sont pas forcément toujours très utiles. Et ça, je pense que ça m'a quand même pas mal aidé, tu vois, d'arriver. Mais t'as compris pourquoi t'allais voir ces mecs moins bons Je pense que j'avais juste besoin de me rassurer. Mais te rassurer en parlant des mecs moins bons ou juste le fait de parler avec quelqu'un? Non, je pense, ouais, juste le fait de parler avec quelqu'un, de me rassurer sur mes choix de tactique, de trucs, de me dire, ok, moi j'ai prévu de faire comme ça. Si le gars il me disait qu'il avait prévu de faire la même chose, je me disais bon bah ça va, je fais le bon choix, tu vois, je peux me lancer. Mais alors que ce gars-là, souvent, bah ils avaient pas prévu de faire comme moi parce que ben ils étaient peut-être pas capables ou quoi, et du coup bah ça me faisait des nœuds à la tête parce que je me disais putain, ça se trouve c'est lui qui a raison, machin chouette, alors que non, en fait, tu vois, maintenant j'ai plus de recul sur les choses, donc c'est facile d'analyser les situations, mais c'est vrai qu'à l'époque je sais pas, j'avais besoin d'aller chercher ce petit truc de confiance que j'avais pas. Alors ce titre de champion du monde, tu peux nous en parler, nous raconter comment ça s'est passé et carrément. Quelle sensation ça t'a fait? Ben tu vas rire, mais en vrai de vrai ça m'a pas fait grand chose dans le sens où moi je venais pour un titre individuel. On a remporté le titre par équipe, ce qui était trop bien, mais en gros les compètes c'était un espèce de vendredi, samedi, dimanche. Il y avait le par équipe le vendredi. Et à l'époque, on pouvait faire, il y a deux catégories, c'est un peu technique, mais en gros, il y a deux catégories en individuel. Donc moi, je courais le vendredi pour l'équipe en catégorie 20 pouces, ça s'appelle, c'est taille de roue le samedi, et catégorie 26 pouces le dimanche. On gagne le par équipe, donc trop cool, mais je venais pas pour ça. Et je me rends pas compte à l'époque que c'est quand même un titre, enfin t'as quand même un maillot de arc-en-ciel sur le dos, quoi. Et j'étais tellement focus dans ma course individuelle que au final, niveau émotion, ça me fait pas grand-chose. Et je foire un peu une des courses que je venais pour gagner, je fais 5e, donc belle déception. La deuxième course que je venais pas trop pour gagner, je fais 3e, donc plutôt cool. Et puis en fait, ce qui s'est passé, j'ai pas vraiment eu le temps de profiter parce que vraiment le lendemain de ce championnat du monde, je faisais ma rentrée en maths sup maths spé, parce qu'en parallèle du sport, je faisais des études, et dans des sports de niche comme ça, en fait, tu peux très difficilement espérer en vivre. Enfin, moi, vraiment, je suis une erreur de parcours, hein, clairement, j'aurais pas dû vivre de ça. 48 heures après, 72 heures après le titre, j'ai la tête dans les bouquins de physique, de maths ou de sciences de l'ingénieur à potasser tout ça. Donc, je m'en rends compte un peu sur le long terme, tu vois, en me disant, putain, on a quand même fait un truc stylé, là. Et je crois que j'ai su réaliser un peu après, et aujourd'hui, je l'utilise, je pense que c'est le titre le plus, comment dire, j'ai su capitaliser après sur ce titre-là. Mais après le titre, je suis parti pour 6 ans d'études, la tête dans le guidon, où j'ai dû lever le pied un peu sur le vélo en plus, donc c'était pas la meilleure période pour célébrer. À quel moment, parce que donc tu le dis, hein, t'es athlète, aujourd'hui t'es vidéaste, enfin en tout cas tu crées du contenu, tu me diras un peu à quel moment tu fais switch. Mais en gros, il y avait la partie athlète, vidéaste, et puis aussi tout simplement faire tes études. T'as fait des études plutôt brillantes, hein. J'ai pas choisi les plus faciles en plus. Puisque t'as fait les arts et métiers, c'est une magnifique école, médecine, c'est solide. Comment tu décides d'aller, comment t'as fait ton chemin? Bah, j'ai fait comme j'ai pu, je pense. Je pense que c'est un peu le vélo qui m'a drivé un peu, enfin, qui m'a construit un peu comme ça, de faire les choix difficiles. Quand on a l'occasion de faire un truc facile, un truc dur, fais le dur. Et bon, en vrai, c'est rare que tu regrettes. Je suis sorti de mon titre de champion du monde. J'avais des facilités à l'école. Je me suis dit, vas-y, bah, tape le truc le plus costaud, enfin, le plus compétitif, difficile que tu peux faire. Je pars en maths sup maths spé. Bon, je fais 2 ans, j'arrive pas à avoir l'école de mes rêves, donc je fais une 3e année. Finalement, j'ai l'école de mes rêves. Sorti d'école, j'avais la voie d'aller bosser à la Défense ou chez Bartels, ou la voie facile, entre guillemets, tu vois, avec un gros diplôme en poche.
Et il y avait une petite voix difficile dans un coin de ma tête où je me disais putain, j'ai quand même réussi à garder un gros niveau sur le vélo. La compète, ça me fait plus trop bander parce que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Par contre, il y a un monde là de l'image que je kiffe de ouf. Je kiffe regarder, je kiffe un peu faire. Est-ce que j'irai pas un peu là-dedans pour essayer? Il y a ce monde aussi de l'événementiel qui m'attire beaucoup. J'organise pas mal d'événements en école d'ingé. Ça me plaît de ouf. Je suis appelé pour faire des shows, des conférences et tout. Je commence à en faire 2-3. Ça me plaît de ouf, mais pareil, aucune certitude de pouvoir vivre de ça, tu vois. Va à la défense, prends un gros salaire mensuel et reste tranquille. Et il y a toujours ce truc de, si c'est difficile et que ça fait peur, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller en fait. Donc je fais le pari de me mettre à fond dans le vélo. Et puis aujourd'hui, on est là. Ouais, et c'était pas le choix de la facilité, quoi. Non, non, complètement. Hein. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes parents? Mes parents, ils étaient OK à partir du moment où j'avais le diplôme. Tu vois, ça a commencé à me trotter dans la tête milieu d'école d'ingé, je pense, où je me suis dit où je commence à il y a eu le Covid en plus à cette période-là, donc forcé d'arrêter les compètes, tu vois, je me rappelle faire une visio avec le sélectionneur de l'équipe de France qui nous dit les gars, ça peut durer 1 an ou si ce n'est plus. Moi, j'étais en mode mais waouh, jamais mais qu'est-ce que je vais foutre sur un vélo pendant 1 an sans compète, tu vois. Moi, je faisais du vélo pour gagner des courses quoi. Le reste c'était un peu, te mettre la rate au courbouillon à la muscu tous les jours, plus sur le vélo, pour ne pas avoir de course, c'est chiant. Je commence à créer un peu des images à ce moment-là. Et mes parents, en fait, ils m'ont dit, franchement, fais ce que tu veux, mais va au bout de ton diplôme, tu vois. Après ton diplôme, va faire des saltos au feu rouge si tu veux, si ça te fait kiffer, tu vois. Mais va faire le troubadour où tu veux, y a pas de problème. Mais par contre, va choper ton diplôme, quoi. Et ils avaient raison. Enfin, je le savais, tu vois. Il y a aucun moment où j'ai hésité à arrêter en cours de route. J'ai charbonné comme un chien pendant 3 ans en prépa. Fallait aller choper la médaille au bout de l'école d'ingé, tu vois. Et par contre, sortie d'école d'ingé, j'ai pas mis le pied dans un bureau. T'es ingénieur, t'es hyper structuré et tout ça. Comment justement, je pense que t'as bien réfléchi au truc. Comment tu t'es dit, comment je vais rentrer là-dedans? Comment je vais me lancer dans cette carrière? Il n'y a pas de chemin de carrière. Il y a eu un business plan qui a été dur à faire parce que il y a pas d'exemple. Tu vois, on parlait de Mathias d'Antoine tout à l'heure et c'est des mecs que je suis depuis longtemps. Mais c'est vrai que en fait, quand t'es de l'extérieur, tu te dis mais comment c'est possible, tu vois. Et les gars, ils font. En plus, Mathias, c'est un excellent exemple. Lui aussi, un sport de niche de malade qui est peut-être encore plus niche que le mien. Et le gars a réussi à monter des projets méga stylés, à bosser avec des marques de folie. Donc comment j'ai fait? Franchement, c'est un peu toujours ce truc de déjà au début tu te dis oui à tout, tu vois, c'est pas un scoop, mais être un gros yes man, ça marche. J'étais partout tout le temps. J'essaie de l'être un peu moins maintenant, mais je pense que C'est quoi le truc le plus bancal que t'aies fait? Mec, il y a des événements qui m'appelaient. Je faisais des trucs, des foires à la saucisse de malade, quoi. Ah ouais. Des trucs, mais dans le fin fond de la Haute-Saône, où on t'appelle pour faire un show sur un espèce de bal de village ou des trucs foireux, quoi. C'est même pas une histoire d'argent, mais t'as envie de faire tes armes, tu vois. T'as envie d'apprendre, t'as envie de passer par tous les trucs possibles. Mais c'est déjà, je rigole, mais c'est déjà génial. Mais en fait, quand on t'appelle, c'est ça, quand on t'appelle. Après, au début, t'es un peu la petite star de chez toi. Donc, au début, comment j'ai fait? Je me suis dit, ok, je suis personne. Enfin, je suis un petit gars dans un sport éclaté, en gros. Il va falloir, à Paris, je suis personne. Donc, je suis arrivé à Paris à ce moment-là. Je me suis dit, à Paris, je suis personne. Par contre, à Besançon, j'ai un petit nom. On va éponger Besançon, déjà, tu vois. On va commencer par là. Mission essorer Besançon. Ouais, exactement. Mission essorer Besançon. J'ai essoré Besançon. À partir de là, pendant ce temps-là, je me faisais un petit réseau sur Paris. Je commençais à faire des images qui parlaient un peu d'elles-mêmes. T'acceptes un peu tout. Moi, j'ai la chance d'avoir plus d'idées que ce que je suis capable de faire. Donc, je note toutes mes idées. Lesquelles sont faisables à court terme, moyen terme, long terme. Ok, qu'est-ce qu'il faut activer? Qui est-ce qu'il faut activer? Qui est-ce qu'il faut rencontrer pour réaliser ces idées? Ok, on fait partir des mails, mais des centaines ou des milliers de mails à gogo sans réponse. C'est pas grave, on fait une relance au bout de 15 jours. Il y a pas de réponse, c'est pas grave, on prend le téléphone, on appelle. Et au début, c'est que ça en fait. Tu prends des portes. Mais moi, j'ai la chance que mon sport, tu vas t'entraîner en trial, c'est 98% d'échecs pendant l'entraînement parce que tu fais que de franchir des obstacles, d'essayer de franchir des obstacles que t'es pas encore capable de franchir. Donc en fait, tu fais que de te foirer. Et je pense que ça t'apprend à
l'échec, ça te fait plus rien. Enfin, en fait, t'as un mec qui te dit non pour un sponsor, ou ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois. Il y a pas de et ça, je pense que ça a été inconsciemment, c'est un truc que ce sport-là m'a appris. C'est un peu comme les mecs qui font, je sais pas si t'as déjà vu des mecs qui font du skate, mais tu vas avoir un entraînement de gars qui font du skate, ils passent leur journée à se rouler par terre. Nous, c'est un peu ça, tu vois. Donc tu fais, sans savoir si tu vas dans la bonne direction, mais en tout cas, tu fais des trucs qui te font kiffer. Et il y a, au début, il y a 1% de trucs qui transforment, et puis ce pourcentage, il commence à grossir, puis les trucs qui signent sont de plus en plus gros, puis les marques que tu signes sont de plus en plus stylées. Et puis au bout C'est quoi le truc dont t'es le plus fier là, à date là? Bah là, très récemment, tu vois, on a fait, j'ai fait un show à la Défense Arena. La Défense Arena, c'est la plus grosse salle couverte d'Europe. Là, il y avait 15 000 personnes. C'est quand même plus gros que Bercy quand c'est rempli. Moi, quand j'étais petit, je regardais un mec qui faisait des shows sur les cartons de NBA et je me disais, mais genre la sensation, ça doit être oufissime. Et en effet, c'est oufissime. T'as adoré? Maintenant, ouais, je l'ai fait là. C'est quoi? C'est le son, les lumières, la foule? En fait, c'est tout. C'est indescriptible. Et c'est là que je me suis dit, putain, j'aurais pas dû faire du sport, j'aurais dû faire de la musique, parce que les gars, ils vivent ça tous les week-ends, tu vois, c'est ouf. Je me marre parce que je pense pareil. Ah non, mais franchement. Zéro talent. Ouais, aucun talent non plus, évidemment, mais ouais, c'est, là, je parle de ça parce que c'était il y a un mois, donc c'est encore tout frais, tu vois. Mais c'est tout est fort, en plus, moi, sur tous mes shows, j'ai un micro pour parler avec les gens. Donc, en fait, quand tu fais une vanne, qu'elle passe devant 15 000 personnes, c'est fou. Quand tu fais un bide, c'est fou. C'est fou aussi. Là, j'ai eu de la chance, j'ai pas fait de bide. T'en as pris des bides ou pas? J'en ai déjà pris des centaines, mais ouais. pas là, devant les 15 000, j'avais bossé un peu j'avais bossé un peu mon truc, j'ai pas pris trop de risques, tu vois. J'ai fait les trucs bien. Et, j'ai sélectionné tous les trucs qui fonctionnent à peu près à 100%, donc ça a bien marché. Tout est décuplé, sur ce genre de truc, tu vois, tu prends une espèce de, je sais pas, il y a tellement d'énergie dans la salle que tu te sens à la fois méga comprimé dans ton corps. Tout ce que tu sais faire à l'entraînement depuis que t'as 8 ans, là d'un coup, ça devient incertain. Tu sais pas pourquoi ton corps répond différemment. C'est fou, quoi. C'est indescriptible. Et donc ça, c'est un truc quand même assez fou que qu'on a réussi à faire, parce que maintenant il y a une petite équipe derrière moi et c'est aussi grâce à eux que je le fais. Il y a combien de personnes qui t'entourent? Quotidien. Là, au quotidien, on est 3. Il y a mon manager, qui est mon meilleur pote, avec qui on bosse depuis 3 ans maintenant, et qui gère 100% de ma life quasiment. C'est un peu ma deuxième daronne. On bosse aussi avec, je dis 3 vraiment à plein temps, et après il y a une équipe de vidéastes, de photographes avec qui on a l'habitude de bosser. Team, quoi. Ouais. Et c'est que des copains. Enfin, j'ai même pas l'impression d'être au taf, tu vois. J'ai mangé ce midi avec mon manager, juste, il vient chez moi, il ouvre la porte et il s'assoit à table, et on raconte des conneries 98% du temps, et les 2 autres pourcents, on essaie de bosser un peu. Mais ouais, c'est des trucs comme ça où, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait de très stylé. Je trouve qu'on bosse avec des marques qui sont très cool, tu vois. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on bosse avec Breitling en Orlo. On bosse avec Tulé qui fait tout ce qui touche de près ou de loin au voyage, avec Deuter sur le volet bagagerie, avec GoPro sur les caméras, enfin, je vais en oublier plein, mais s'il y a 10 ans, si même il y a 5 ans, on m'avait dit que, genre, sorti d'école, si on m'avait dit qu'on ferait ça, j'aurais dit, jamais de la vie, en fait. Personne n'a réussi à le faire dans le trial, donc, t'y arriveras sûrement pas. Et je crois que ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose, tu vois, donc c'est cool. Ah bah c'est assez cool. On a parlé ensemble d'un projet là. On enregistre dans des bureaux. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il y aurait un truc cool à faire? Tu m'as montré des vidéos d'inspiration, des trucs que tu fais sur Insta. Et ça m'amuse le côté je pleurais sur mon vélo encore tardivement, le côté waouh, l'arena avec tout le monde, c'est hyper flippant et tu sais plus faire, parce que là ce que tu fais parfois sur tes vidéos en termes de prise de risque, il y a des trucs en hauteur et je t'ai posé la question, je t'ai dit mais attends, qu'est-ce qui se passe là si tu tombes? Il y a un moment, t'es vraiment au-dessus d'un hôtel et il y a 30 mètres de vide, quoi. T'es sur la roue avant, hein, tu te dis et le réflexe des gens, parce que je sais, je l'ai fait avec la personne du lieu à qui j'ai montré le truc, je l'ai montré à mes collègues, à mes enfants. Les gens, ils font ouf. C'est quoi ce truc, quoi? Et je t'ai posé une question, je t'ai dit mais attends, qu'est-ce qui se passe si tu tombes? Et là, tu m'as mis un énorme stop, et t'es un mec hyper souriant, hyper cool, mais tu m'as regardé et tu as dit, j'ai pas prévu de tomber.
mais tu me l'as Ouais, dit bah. en mode, je te ferme une Ah ouais, porte, tu l'as mec. pris comme Non, ça. mais c'est rigolo. Non, mais Désolé. c'est hyper rigolo. Ouais. Tu m'as dit, j'ai pas prévu de tomber. Et Non, bah tu non. vois, mais c'est marrant. Et j'ai senti que c'était presque une programmation mentale, tu vois. Ouais, J'ai pas prévu de ça tomber, fait en pas fait. du tout partie des options. À aucun moment. Tu vois, il y a pas de, je pense que c'est peut-être un truc inconscient qui se crée dans ma tête C'est ou, inconscient, parce que pour moi, je me dis, le mec a fait un gros boulot là-dessus. je pense que c'est inconscient, ouais. C'est inconscient, moi tu vois, c'est marrant parce que les gens me prennent souvent, enfin, quand, tu vois, tu vas montrer une de mes vidéos à, je sais pas, un de tes collègues ou à quelqu'un dans la rue, il va te dire, mais ce gars-là, c'est un cramé du ciboulot, et moi, je suis un mec peureux de base, tu vois, j'ai pas, à l'entraînement, j'étais le plus peureux de tous les mioches qui étaient là, tu vois. Donc, je suis pas du tout, tête cramée, d'ailleurs, je touche du bois, hein, mais je suis très rarement blessé, je suis pas du tout du genre à m'envoyer en mode, je m'envoie, on verra après. Je pense que c'est peut-être un peu l'ingénieur en moi, mais tout est calculé, tout est mesuré. Il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. Les seuls, tu vois, en vrai de vrai, sur ce genre de truc là, moi, ma seule vraie peur, c'est une casse mécanique. C'est le seul truc que je maîtrise pas. C'est mon guidon qui pète, je dis n'importe quoi, une chaîne qui casse, un truc. Ça arrive à l'entraînement, ça arrive une fois tous les 10 ans. Là, faudrait que ça arrive le jour, enfin même la minute où c'est pas censé arriver dans ta vie. Je me dis que bah si ça arrive là, c'est que vraiment je dois y passer à ce moment-là parce que je change mes pièces souvent. Je suis tout. J'imagine quand tu prends une grosse prise de risque, Ouais, tout est vérifies checké, deux fois. rechecké, re-rechecké. Mais bon, tu vois, il y a non, des guidons, j'en ai jamais pété. J'ai cassé des chaînes depuis que j'ai changé de référence de chaîne, j'en ai jamais recassé. Mais c'est un truc qui peut potentiellement arriver. Et par contre, l'erreur technique de ma part, quand je te dis que j'ai pas du tout prévu de tomber, c'est que c'est le cas, tu vois. Il y a pas de plan où je tombe parce qu'en fait, dans ces cas-là, tomber, ça veut dire mourir. Et j'ai pas prévu de mourir tout de suite. Et quand on te pose la question, parce qu'en plus, je pense que c'est une question qui va revenir dès que t'es avec tes partenaires sur ce type de truc. Ça t'agace que je te pose la question? Non, pas du tout, non, je comprends. Mais c'est une vraie truc. Non. Est-ce que ça t'agace? Est-ce que... Non, je comprends parce que je pense que c'est assez naturel, tu vois, de se demander, c'est humain même de se demander, et si ça se passe mal? Et si ça se passe pas comme prévu, tu vois? Il y a toujours, parce que, vu de l'extérieur, je comprends que ce soit beaucoup d'incertitudes, tu vois un mec rouler au bord d'un toit, il y a 30 ou 40 mètres de vide, toi, si tu prends ton vélo demain, je te demande de rouler sur le trottoir, dès qu'il fera moins de 50 cm de large, tu seras peut-être un peu, un peu paniqué. Mais moi, de mon point de vue, en fait, c'est comme si je te demandais de descendre les escaliers là devant le bureau sans te viander. Ouais. T'es à peu près sûr d'y arriver, tu vois, tu fais ça depuis tout petit, t'as pas forcément, enfin voilà, c'est assez normal, assez commun de le faire tous les jours. Bah moi, faut se dire que c'est un peu la même chose. Je m'entraîne depuis tout petit à faire ça. C'est vraiment une tâche quotidienne, on va dire. Oui, il y a des risques, ils sont énormes puisque je risque ma vie. Mais en soi, tous les paramètres sont de mon côté, quoi. Et j'ai l'impression, là, quand on échange, que peut-être ce qui peut, en revanche, t'agacer, c'est l'image de tête brûlée que ça pourrait donner. Ouais, exactement. Ça me gêne un peu plus. Et on en parle beaucoup, tu vois, avec des mecs qui font du parcours, par exemple, qui, eux, pareil, ont une image, enfin, tu regardes les commentaires sous les vidéos des gars qui font du parcours, c'est vraiment pas drôle. Moi, j'ai de la chance, ça arrive pas trop, mais eux, ils sont insultés de tous les côtés parce que il y a des gens qui commentent. Ouais, genre vivement que tu y passes. Ouais, mais vraiment des trucs horribles, tu vois. Et eux, pareil, en fait, tu vois, pour avoir passé un peu de temps avec un mec qui s'appelle Manu, qui est un mec qui fait du parcours, où j'irai voir Manu-na sur Insta. Pareil, tu peux te dire, mais le gars est un cramé du ciboulot. En fait, c'est le gars le plus méthodique que j'ai jamais vu dans son sport, tu vois. Le mec, il a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie, jamais fumé quoi que ce soit, il mange il a une routine d'athlète que des athlètes olympiques n'ont pas, tu vois, un lifestyle athlétique qui est juste malade. Et en plus de ça, pour préparer un truc, c'est un mutant, tu vois. Il va faire un saut, pour préparer un saut, il va tout mesurer au millimètre, il va le faire 200 fois dans la rue à plat, il va faire des visualisations, il a un process qui est juste ouf. Et c'est clair que quand derrière on te dit t'es un gogol, t'as une tête cramée, vivement que t'y passes, bah en fait c'est un peu pas insultant, mais tu vois, c'est un peu réducteur de tout le taf qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Donc et moi je l'avais vu, tu vois, on avait reçu ici Elliot Nutchez, on a eu qui fait du parapente freestyle, Dominique Kier qui est une championne du monde
de chute libre. Et c'est vrai, quand on leur parle de ces sujets-là, le côté tête brûlée, mais c'est pas du tout la raison pour laquelle ils font leur sport. Au contraire, ils disent non, mais nous, cette image-là, elle nous, en fait, tous elle ceux nous dégoûte. qui sont... Et puis c'est aussi des potes qui meurent. Donc la fascination qu'ont les gens pour ça, elle est presque malsaine. Ouais. Et non, ça c'est vraiment ouais. C'est pas ouf du tout. Mais j'ai l'impression qu'en vélo, il y a quand même un truc de, je sais pas si c'est le fait que je sois en vélo, mais en tout cas, j'ai peut-être moins ce truc-là que tu vois, les des potes qui font du base jump ou quoi, eux, ils sont vraiment taillés à d'efforts. Moi, ça passe un peu plus crème. Peut-être que le vélo a un capital sympathie un peu plus important, je sais pas. Mais, non, je suis tout sauf une tête brûlée, tu vois. Et je pense que les têtes brûlées dans nos domaines, déjà, ils sont plus là pour le raconter, ils sont tellement fracasses qu'ils ont changé. Je pense que tu peux pas, en fait. Tu peux pas durer, en tout cas. En tout cas, je vous invite à regarder les vidéos de Nico qui sont incroyables. Bon, il y en a des drôles. Ouais, il y a pas que ça, hein. Ça, c'est des techniques, il y a de tout, hein. Il y a vraiment on se met pas sur les toits tous les jours avec un vélo, non, hein. mais c'est vraiment assez cool. C'est quoi, toi, tes médias principaux? Instagram, c'est le plus gros. Ouais. Instagram et YouTube, les deux plus gros canaux. C'est Nicolas Fleury, très facile. Et voilà, je bosse un peu sur LinkedIn parce que j'aime beaucoup écrire. Donc ça me fait kiffer. Et sinon TikTok et compagnie, TikTok, Facebook, mais j'y suis un peu moins. Compétiteur, t'as été aussi t'es vidéaste, tu proposes plein de créateurs de contenu. T'es aussi en train de bosser sur un docu, hein, on le disait en intro, puisque assez récemment tu as fait Paris Malmö, ouais, exactement, Malmö, en Suède. En Suède, en vélo, ouais, en vélo, ouais, surtout. Ouais. Raconte-nous ça. Ça, c'est un peu une idée de merde aussi qu'on a eu, tu vois. En fait, c'était il y a quelques mois, là, il y a 3-4 mois, j'ai un partenaire Thule qui m'invite à un événement en Suède. C'est leur plus gros événement annuel. C'est une espèce de fashion week à la suédoise, très stylée, où la marque présente tous ses produits et ses nouvelles gammes et tout, devant 1000 journalistes qui viennent du monde entier. Et d'une part, moi je fais des événements toute l'année, donc un peu flemme d'en refaire un de plus, même si l'événement a l'air chambé. Et d'autre part, j'évite de voyager en avion tous les 4 matins pour des raisons environnementales. Et du coup, je dis à la marque, bah écoutez, je suis très chaud de venir. Par contre, je viens pas en avion, je viens en vélo. Est-ce que ça vous va? Au début, ils pensent que c'est une blague, donc ils me disent t'es con, arrête. Je dis oui, je suis con, mais c'est pas une blague. Ils me disent vas-y, feu, t'as besoin de quoi? On monte un projet. Et ce qui était méga technique, c'est que en gros, ils nous ont annoncé ça, ils nous ont envoyé l'invitation fin septembre. L'événement était mi-novembre, donc grosso modo, on avait 3 semaines pour organiser tout le trip. Moi, j'ai jamais fait de vélo de route. On n'avait aucun matos. On n'avait aucun financement. On partait vraiment, on était à poil de chez à poil. La Suède en novembre. C'est pas non plus les Canaries, voilà. Donc non, vraiment tous les feux étaient au rouge. Et donc c'était une bonne raison d'y aller. Et non, mais exactement, tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. C'est difficile, ça paraît un peu compliqué. Bah vas-y, on se donne et on y va. Et en fait, cette espèce d'urgence nous a mis dans une position qu'on connaissait pas sur la gestion de projet, mais qui nous a plu de ouf, dans le sens où on contactait les gens, on avait des besoins très précis, on partait dans 3 semaines, on a besoin de ça, oui, non, si c'est non, c'est pas grave, on reste copains, mais juste, j'ai besoin d'une réponse ce soir. Et du coup, on a eu la chance d'avoir plein de marques qui se sont greffées au projet, qui ont trop kiffé cette espèce de challenge un peu à la con de... Le mec, il fait du vélo depuis qu'il est tout gosse, mais en fait, il a jamais fait plus de 5 bornes à vélo, quoi. Il a toujours roulé sur des troncs ou des cailloux ou sur des toits de Paris, mais on l'a jamais vu pédaler, ce gars-là. Donc, vas-y, trop hâte de voir à quel point il va avoir mal au cul. Alors, attends, Paris-Malmö, c'était combien de kilomètres? 1400. 1400 bornes, et t'as fait ça en étape de combien? 140, je fais 10 jours. Ouais, 10 jours, 140 bornes. Alors, au début, j'avais prévu un peu plus, j'avais prévu 13. Mais tu t'es genre entraîné? En vrai, pour ne pas mentir, j'ai fait 3 fois 1h15 de home training. Avant de partir. Sur le vélo? Sur le vélo, ouais. En fait, Zwift m'a filé un bike, un home trainer, j'ai dit home trainer, pardon. Ouais. Zwift m'a envoyé un bike juste avant que je parte.
genre 10 jours avant que je parte, je me suis dit bah vas-y, faut que je m'y mette un peu. J'ai regardé, mais on était tellement dans le rush d'avoir le matos, tu vois, il faut tout, il faut un vélo, un cuissard, je savais même pas ce que c'était qu'un cuissard, il faut un casque de route, des lunettes, en fait, c'est pas pour ceux qui ont jamais fait de vélo plus de 1 heure et quart, mais effectivement, le problème c'est que t'as vraiment franchement mal au cul, quoi. Enfin, t'as mal au cul et faut être équipé, quoi. Non, mais c'est ça, en termes de matos, c'est pas faire de la natation. En fait, il te faut une quantité de bordel et en plus de ça, on partait à 4. Parce que moi, j'aime bien amener mes potes un peu dans les aventures. Donc, il y avait moi, 2 potes vidéastes et mon manager. En vélo, pas. Non, eux, c'était en voiture. Ah ouais, donc, fallait trouver une voiture. Vidéastes et tout, ouais. Mais il faut trouver une voiture, Alors, il faut de quoi loger tout le monde. Ah, puis, moi, on avait fait un épisode avec Christophe Santini qui a traversé les US en vélo. Et il disait, bah, faut quand même avoir une bonne équipe parce que les gars, toi, t'es sur le vélo, mais eux, ils sont derrière à galère. 15 km Ouais. en Bah, bagnole. eux, ça va parce que je leur disais, en vrai, rouler, on se rejoint à peu près à ce point-là. Ouais. Donc les gars, ils roulaient. Mais les 3 n'avaient aucune notion de camping, de dormir dehors. Moi, j'ai l'habitude de me mettre dans des bourbiers tout seul, tu vois. Je dors en hamac, en montagne, machin, par des froids pas possible. Eux, vraiment, c'est Jean-Michel, tout le monde, confort plus, toute l'année. Donc quand je leur ai dit, les gars, je veux aller là, j'aimerais bien que vous en soyez, mais par contre, je vous préviens, ça va être tout sauf facile, confortable, agréable. J'avais un petit stress parce qu'ils m'ont tous dit oui, mais dans ma tête, je me disais putain, mais à tout moment, moi, je craque pas trop, mais eux, ils vrillent, tu vois. Il faut que tu les gères eux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'avais un peu cette double pression de, je m'engage dans un truc, je sais pas comment faire moi. Mais en plus de ça, j'ai l'équipe à chapeauter un peu et au final, ils se sont débrouillés comme des chefs. En vrai, les 3-4 premiers jours, c'était un peu la cata parce que ils avaient, tu sais, faut que tu trouves ta place dans l'équipe, que tu saches quoi faire, que voilà, que chacun trouve un peu son petit rôle. Et au bout d'un moment, ça a roulé. Et c'était une expérience de ouf. Qu'est-ce que t'en as retenu? Bah pour ça, il y a 55 minutes de documentaire qui sortent le 19 février, le 22 février, ouais. Ouais, tu seras à l'avant-première le 19. Qu'est-ce que j'en ai je pense que ça m'a profondément changé quand même, dans le sens où j'ai un rapport au temps et à l'urgence qui a un peu évolué. Avant, j'étais quand même assez speed. Il fallait tout le temps que j'ai un truc à faire, que je sois en action sans arrêt. Et je pense le fait d'être 7 heures par jour, le cul sur une selle, dehors, tout seul, quasiment sans téléphone, parce que je l'utilisais pas, ça m'a posé de ouf. En plus de ça, j'ai eu une expérience de douleur qui est quand même assez, que je connaissais pas. Je connaissais la douleur sur les entraînements courts, tu vois, très intenses de 2 heures grand max. Mais là, à la fin, t'as mal au cul et partout ailleurs au bout de la minute 2, à peu près, sur le vélo. Et il te reste 6h58 à tenir sur ta selle. Donc, il y a une espèce de gestion de la douleur qui est quand même assez folle et que je connaissais vraiment pas du tout et qui m'a intéressé de ouf dans le sens où j'ai un peu compris ce que vivaient les mecs qui font des ultras, que ce soit en trail ou en cyclisme ou en natation. Et méga respect à ces gars-là. Et je crois que ça a débloqué une partie de moi qui j'aimais déjà bien me mettre dans la merde, mais là je crois que j'aime encore plus ces moments où tu ressens l'intégralité de ton corps, où tu ressens des émotions qui sont ultra sinusoïdales vers le haut comme vers le bas, des euphories qui sont folles comme des gros moments où tu te dis bah je vais m'arrêter dans le talus et puis on verra bien quoi, tu vois, parce que vraiment il y a des fois où je crois que c'est au bout du 5e, 6e jour où juste ton corps il répond plus en fait. Tu pédales mais il y a plus rien qui se passe vraiment et t'as mal dans des endroits de ton corps que tu connaissais pas. Tu pensais pas pouvoir avoir des douleurs. Et donc c'est quand même des moments où tu ressens au sens large, tu vois pas que des trucs bien ou des trucs pas bien, juste tu ressens. Je crois que la vie c'est quand même ressentir des trucs, tu vois, que ce soit des émotions, des feelings, des sentiments. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu pendant ces 10 jours. Donc j'ai appris énormément sur moi pendant ces longues heures de pédalage. C'était vraiment une expérience méga enrichissante. Et j'invite tous les mecs ou les nanas d'ailleurs hein, qui ont pas encore d'enfants, pas trop d'attache, ou tu vois, même si t'es un mec ou une meuf, enfin un compagnon ou une chérie,
juste partir, prends 10 jours, casse-toi droit devant toi pas besoin de prendre un billet d'avion pour aller dans un hôtel aux Maldives où tu vas finalement rien vivre et rester dans ton petit confort et ne rien ressentir à part rentrer au bureau avec des grosses traces de bronzage et en disant que t'es reposé. En fait, tu te reposeras quand t'auras 60 piges si t'es à la retraite un jour et juste pars, mets-toi dans des trucs un peu incertains, vois comment tu t'adaptes aux choses, aux contraintes. Et je crois que c'est la meilleure manière de faire des souvenirs qui peuvent rester ancrés à vie, quoi. Et d'apprendre sur toi, finalement. Ouais, bah, ce qui est sûr, c'est que l'aventure, elle est au coin de la rue, en fait. Ouais, À grave. partir du moment où on accepte de, Mm. partir à pied, de tracer tout droit, de prendre Ouais, un grave. vélo et d'y Ouais, aller, et il en y a pas fait, besoin de dossard pour ça, en ouais. fait. Il y a pas besoin de s'inscrire à un UTMB ou à une diagonale des fous, tu vois. Le problème avec les réseaux, c'est qu'on a tendance à se comparer sans arrêt à l'un ou à l'autre, qu'on voit en plus beaucoup de professionnels sur nos écrans, donc on a l'impression que tout est faisable et qu'on est des merdes à côté de ces gars-là. En fait, il suffit de... Vas-y, trouve. Moi, je sais que les pays nordiques, ça m'a toujours un peu fasciné, tu vois, ces pays de Vikings là, et je m'étais toujours dit, j'aimerais trop y aller. Et d'un autre côté, j'ai toujours eu ce truc de putain, j'aimerais bien voir ce que ça fait de faire du vélo longtemps, tu vois, d'avoir ce truc d'être tout seul, de pas avoir de mail à faire ou de répondre au téléphone, juste tracer ta route. Et là, ben, j'ai essayé de tout allier. On m'a appelé dans les pays du Nord, j'ai dit vas-y feu. J'ai envie de faire du vélo longtemps. Ben, on part droit devant et après le reste s'imbrique, quoi. J'ai 3 questions, moi, là-dessus. C'est, pourquoi le filmer au départ, mais c'était quoi l'intention? C'est quoi l'angle éditorial que tu as voulu donner? Tu vois, est-ce que tu as juste montré ce que tu as fait ou il y a quand même un angle et quel choix tu as fait? Et puis, une autre question que je me pose sur ce reportage, mais de manière plus générale, c'est le regard que tu portes sur toi-même. Alors là, c'est intéressant parce que tu t'es mis un peu dans le rouge, donc t'es peut-être pas toujours à ton avantage, mais Ouais, mais ça, tu vas nous dire. Pourquoi on l'a fait? Moi, j'ai un truc assez important qui guide pas mal de projets, c'est faire des souvenirs. Donc, on part souvent de ce postulat-là avec mon manager ou avec mes potes qui m'entourent. C'est on y va, on gagne des sous ou pas, enfin, c'est secondaire. Est-ce qu'il y a des souvenirs à faire? Si oui, on le fait. Sinon, bah, on fera un autre projet. Donc, filmer d'abord pour les souvenirs. Ensuite, pour partager, parce que moi, je kiffe raconter quand même, partager les choses que j'ai apprises, essayer c'est ma manière à moi un peu d'être utile dans un sens, tu vois, c'est apprendre des choses au travers de mon sport ou de mes activités, de mes aventures et essayer de les vulgariser et de les partager au plus grand nombre. Donc ça, c'était quand même une volonté. L'angle édito qu'on a donné, ben en fait, on a fait ça de manière très naturelle dans le sens où on avait un cadreur sur place qui filmait quasiment tout le temps. Dès qu'on se voyait, en fait, avec les gars, on se voyait pas beaucoup parce que je partais le matin à 8h et en gros, il faisait nuit autour de 16h30. On se rejoignait autour de 16h. Donc, entre deux, je me filmais un peu moi, solo. Les gars me croisaient de temps en temps, donc arrivaient à me filmer un petit peu. Mais sinon, c'était beaucoup de scènes du matin et du soir. En plus de ça, c'était les scènes où j'étais le plus souvent dans le dur, surtout le soir, tu vois, quand t'arrives après 150 bornes, qu'il faut prendre ta douche, qui fait 3 degrés, que t'as un vent de ouf et que t'as passé une journée à pédaler sous la pluie, c'est pas les moments, comme tu dis, où t'es le plus à ton avantage. Mais c'est ça aussi que j'avais envie de montrer, c'est que, en fait, être à son avantage, on s'en fout un peu, tu vois, juste vis le moment, kiffe, raconte des blagues, parce que ce qui a été une grosse difficulté quand même dans le montage du docu, c'est que même dans les douleurs les plus violentes et les moments les plus down, on fait que de dire des conneries. Et du coup, c'était super dur de faire passer l'émotion, enfin mon état vraiment de déchéance physique, parce qu'il y avait trop de vannes dans le truc, quoi. Et on est tout le temps en train de... Je pense que je sais pas, c'est notre manière d'être, tu vois, juste on raconte des conneries toute la journée. Et même dans ces moments de difficulté extrêmes, ben on raconte des blagues. Et du coup, c'était assez dur au montage de faire passer différentes émotions. Donc l'angle édito, il est moi, j'ai envie de te dire, tu vois, il est ultra authentique. On avait 20 heures de rush, on a fait un truc de 55 minutes en essayant de sélectionner les moments qui pour nous avaient de la valeur, en essayant de raconter l'histoire d'un mec
qui a pas forcément des capacités hors normes dans cette discipline, mais qui part du principe que un tour de pédale après l'autre et on va arriver un jour, quoi. Et en pratique, c'était vraiment ça, tu vois. Je me sens comme aujourd'hui. Bah, je suis fatigué, mais bon, ça fait déjà 9 jours que je suis fatigué, donc un jour de plus, un jour de moins, vas-y, monte sur le vélo, on pédale, puis on verra jusqu'à où on arrive. Et c'était vraiment ça. Et avec du recul, je suis trop fier du résultat final parce que je trouve qu'il retranscrit bien ce qu'on a vécu, à savoir beaucoup d'inconnus, une équipe un peu de bras cassés mais qui s'en sort pas trop mal, et une adaptabilité à toutes les aventures, tu vois, à toutes les péripéties. On avait un gros campement à monter tous les soirs. Et un soir, on se fait virer par les flics. Il y a des soirs, on prend l'eau de malade. Donc, c'est tout le temps un peu en mode survie. Il y a des soirs, tu rencontres des gens sur place, au fin fond de l'Allemagne, qui te proposent de prendre une douche chez eux. Enfin, il t'arrive tout le temps des trucs que t'avais pas prévus. Et c'est vraiment cette espèce de lâcher prise que moi, j'avais envie d'explorer, quoi. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle, on n'a pas de titre. Ça s'appelle Paris-Suède à vélo. Ah non, je crois que c'était on n'a pas de titre. Non, non. Putain, on pourrait l'appeler comme ça. Non, ça s'appelle Paris-Suède à vélo. Paris-Suède à vélo, Ouais. et on peut le voir Sur YouTube. Sur YouTube, Dispo sur ta sur YouTube. chaîne, Ouais, sur ma chaîne, ouais. Fleury, Nicolas Fleury. Exactement. Excellent. Allez, on se fait un petit QCM. Waouh, tu Alors, pas révisé, hein. Vas-y. Bon, t'es bon à l'école, toi. En trial, une zone parfaite, c'est 0 pied posé, 0 stress, 0 témoin. Ah, c'est 0 pied posé direct. Chaque pied te coûte des pénalités, en gros. En compète, tu préfères une zone facile mais traîtresse ou une zone engagée où tu peux t'exprimer? Facile et traître. Moi, j'étais très bon quand c'était facile. Ah ouais, Ouais, vraiment. Ouais, pas trop traître. Le truc le plus dur en trial, c'est le physique, le mental. Mental. Peu importe ce que tu dis après, c'est mental. Ah ouais? Ah ouais, psychologiquement, c'est un enfer. Pourquoi? Parce que tu vois tes concurrents passer devant ou derrière, tu vois, en fait, tu vois un peu ce qu'ils font. Et l'erreur coûte super cher, quoi. Ouais, l'erreur arrive en une fraction de seconde. En fait, t'es sur ton vélo, dans ta zone, et une demi-seconde après, parce que t'avais pas vu que il y a telle écorce de tronc qui tenait pas bien, tu finis les 4 fers en l'air, par terre, et ta compète est foirée. Moi, ça me rappelle mon permis moto, le plateau. Là, c'est le même délire, tu vois. Le moniteur, mais on s'était entraîné avec une moto toute l'année, et là, enfin, c'est changement de moto. Et il nous dit, je vous ai mis une beaucoup plus basse, c'est plus facile. J'ai dit, moi, je préférais faire le truc avec lequel j'ai fait tout le temps. Mais non, c'est plus facile avec ça. Bon, résultat, je pars, je mets le pied direct, et là, t'as un deuxième essai, et là, on te dit, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, quoi. Et là, je t'avoue, ça fait Et partie des moments un peu de concentration. En fait, c'est exactement ça. Et en plus de ça, en trial, ce qui est horrible, c'est que tu dois enchaîner les moments de grosse concentration. Donc, t'as 5 zones à faire 2 fois. Donc, t'as 10 fois 2 minutes où tu dois être dans une concentration la plus totale. Et en plus de ça, tu prends un peu des risques. Donc, tu vois, faut vraiment être dedans. Et entre ces zones, c'est méga chill. Genre, t'es en train de marcher, tu peux discuter avec tes potes, t'as ton coach, et donc, faut arriver à se mettre dans ta bulle et à en sortir de manière instantanée, tu vois. Et ça, c'est horriblement difficile. Les obstacles que tu redoutes toujours un peu, c'est les gros transferts, les passages ultra lents ou les zones soi-disant faciles? Les passages méga lents. Moi, j'étais bon je suis toujours bon quand j'ai de la vitesse, quand j'ai de l'élan. Paris-Malmö, avant le départ, tu n'avais pas de cuissard, de bidon, d'expérience ou tout ça à la fois? D'expérience, pour sûr. Les cuissards, ils sont arrivés la veille, et les bidons, je les ai eus le jour du départ. Sur la route, ta plus grande découverte, la douleur aux fesses, la douleur partout, l'humilité. L'humilité face à l'effort, tu te rends compte que t'es quand même vite pas grand-chose. La douleur au cul, il faut en parler quand même, parce que c'est un truc que moi j'en avais parlé un peu avant. Les gars m'ont dit, mais mes potes qui font des ultras, ils m'ont dit direct, de toute façon tu t'auras mal, tu vois. T'as jamais essayé ta selle, t'as jamais essayé tes cuissards. Alors, considère que nous, on a encore un peu mal, alors que ça fait 20 ans qu'on fait ça. On a testé toutes les selles. Parfait, voilà. Moi, j'avais des douleurs dans les fesses qui me lançaient dans tout le corps. Alors, j'avais un nerf du cul qui m'irradiait d'un coup d'un seul. À un moment, tu sais pas pourquoi, t'as un angle de cul qui fait que prenais des décharges électriques dans tout le corps. J'étais capable de m'arrêter sur le bas-côté, de souffler pour m'en remettre, quoi. C'était un truc de malade mental. Et ça, c'est arrivé au bout du 2e jour. Donc, il en restait 10. Compliqué. Le moment où tu t'es dit, c'était vraiment pas une bonne idée. C'était le premier jour
Le 3e jour ou tous les matins? Franchement, en fait, j'ai réalisé le truc. Je suis parti de la Tour Eiffel et je fais un petit speech d'intro, Ah ouais, en mode, vraiment l'Amérique, tu vois. Je fais un petit speech d'intro à mon cadreur où je lui dis les gars, où je dis on s'apprête à traverser 5 pays, 1400 km machin chouette. Et dans ma tête, il y a un moment où, je sais pas, il y a une partie de ma tête qui réalise que là, c'est maintenant. Genre qu'on s'embarque vraiment pour faire ça, quoi. Et d'ailleurs, je le dis dans le docu, je me dis, putain, mais en fait, là, on est peut-être en train de faire une giga connerie, tu vois. En fait, ce qui était ouf, c'est que je me disais, enfin, c'est pas que je me disais, c'est que à tout moment, je pouvais abandonner au bout du 2e jour. Tu vois, j'avais tellement pas d'expérience, j'étais tellement dans l'inconnu que je me disais, si ça se trouve, t'as un pépin à la hanche, au genou, à la cheville, au petit doigt, qui fait que, t'es pas fait pour, dans 30, ouais, voilà, t'es peut-être pas fait pour ça. Enfin, c'est quand même, tu t'apprêtes à faire plus de 100 bandes tous les jours, c'est pas rien. Mais moi, j'ai une espèce de forme d'insouciance où je me dis, vas-y, feu, on verra après. Et ouais, dès le départ, tu réalises que, en fait, ce qui t'attend, ça peut mal se passer, tu vois. le truc que le trial ne t'avait jamais appris. Gérer la durée, gérer la solitude ou gérer un genou qui couine. Ah putain, les trois, hein. Et genou qui couine dès le premier jour, hein. D'abord Le genou? puis, ouais, les genoux, ça a été l'enfer. Je parle du cul, mais les genoux, ça a été très dur. Le dos, horrible. Les mains, à force de rester sur le guidon, parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir des guidons droits. Là, j'avais des guidons avec des cocottes. J'ai eu des fourmis pendant, là, j'en ai plus. Mais genre, dès que je posais la main d'une certaine manière, j'avais des fourmis dans les mains pendant 1 mois et demi. Non, tout à la fois, des douleurs vraiment. J'ai eu mal au mollet, j'ai eu mal aux pieds. Franchement, la douleur, c'était abusé, quoi. C'était fou. Ton vélo de cœur, c'est celui qui te fait gagner des titres? C'est celui avec lequel tu galères ou c'est celui qui te fait sourire? C'est celui avec lequel je fais des shows maintenant, et des conférences et des vidéos. C'est mon vélo bleu. Enfin, vous verrez que quasiment 90% de ce que je fais, c'est sur un vélo bleu et c'est lui mon vélo de cœur. Parce que j'ai des souvenirs de fou furieux avec lui. Parce qu'on a fait des dates comme des conférences ou des choses sur les Jeux Olympiques de Paris, tu vois, des souvenirs qui resteront là à vie. Et donc, je pense que ça restera lui un moment. Et à côté de ça, mes vélos de compète, franchement, ils sont moins importants à mes yeux, tu vois. Ouais, dernière question, si ton vélo pouvait parler pendant Paris-Malmö, il dirait, t'avais pas mieux à faire? On n'était pas prêts? Respect quand même. Respect, je sais pas, mais il me dirait, putain, enfoiré, tu m'as mis cher, quoi. Parce que on n'a pas fait semblant, tu vois. J'avais prévu 14 jours au départ, et au final, tous les jours, on se disait, putain, mais on est déjà, on a 20, au début, on se disait, c'est cool, aujourd'hui, on a 30 bandes d'avance sur le jour d'après. Le jour d'après, on se disait, on a bientôt une étape d'avance. Le jour d'après, on se disait, on a bientôt 1,5 étape d'avance. Donc non, le bike, il a pris un peu tarif. Heureusement, j'étais méga bien équipé à ce niveau-là. Donc c'était chouette, mais non, aventure de zinzin. Qu'est-ce que t'aimerais transmettre, notamment peut-être aux plus jeunes riders qui écoutent, ceux qui ont envie de se mettre au trial ou ceux qui ont envie de vivre une vie qui est pas écrite dans les bouquins? Qui est pas écrite? Moi, je pense que je suis quand même le bon exemple du mec qui avait une vie toute écrite et qui à un moment a pris une déviation un peu incongrue. C'est très cliché de dire ça, mais de dire que c'est possible. Parce que moi, j'étais vraiment pas du tout prédisposé à faire ça, mais vraiment de loin, je suis une giga erreur de parcours, tu vois. Et dire que juste, il faut faire, quoi. Que si t'as un truc en tête, que ce soit aller en Suède à vélo ou rouler sur un toit, il faut faire. Alors rouler sur un toit, ne faites pas demain. J'allais Okay. faire un disclaimer. Ouais, non, disclaimer, ne le faites vraiment pas, s'il vous plaît, si vous voulez que je continue à pouvoir dormir. En tout cas, c'est pas à cause de mordu. Non, ouais, c'est ni à cause de moi, je vous en supplie. Non, mais que en fait, juste faites les choses, quoi. Dites un peu merde à tous les gens qui vous diront que c'est pas trop possible. Mais écoutez-les quand même d'une certaine manière, parce que il faut savoir quand même se remettre un petit peu en question et écouter les gens qui nous disent que on fait peut-être fausse route ou du moins qu'on a la bonne direction, mais peut-être pas la bonne manière de faire. Moi, je sais que c'est pour ça aussi que je bosse beaucoup avec mes potes, c'est que le jour où il y en a un enfin, ça arrive d'ailleurs, quand il y en a un qui me dit ce que t'as fait là, c'était pas ouf ou ça te ressemble pas. Il faut être un peu à l'écoute de ces signaux-là parce que ils sont méga importants. Et ça, t'as déjà eu des occasions, des potes t'ont dit ça te ressemble pas? C'était à quelle occasion?
En fait, je peux être très, tu vois, là, je suis plutôt chill, je pense. Et dans la vie de tous les jours, j'essaie d'être plutôt chill. Mais quand je suis un petit peu dans ma tête, je peux être très froid parce que je suis pas là. Et ça m'arrive beaucoup moins, beaucoup moins depuis la Suède notamment parce que j'ai vraiment beaucoup appris sur moi. J'ai appris à dire non à plein de trucs aussi, à des trucs où j'ai pas envie d'aller, où je finissais par aller. Et finalement, dans ma tête, j'étais pas du tout là, tu vois. Donc il y a des moments où j'ai pu être, je pense, pas 100% dispo pour les gens qui étaient en face de moi. Et là, dans ces cas-là, mes potes, ils me disent, en fait, si c'est pour être comme ça, viens pas, quoi. Et maintenant, j'apprends à ne plus venir. Et c'est pas, en fait, on a beaucoup bossé ça aussi avec une prépa mentale, l'Académie de la haute performance, avec laquelle je travaille depuis quelques mois, mais bientôt un an, sur, ils ont une méthode qui s'appelle la dépolarisation, qui m'a aidé de ouf et je pourrais pas vulgariser ça en 3 minutes, mais moi j'avais ce truc de vouloir beaucoup rendre service aux gens et vouloir être partout pour honorer les invitations, pour faire plaisir à tout le monde. Et en fait, typiquement là, cette méthode-là, elle m'a appris que dire oui à une invitation, aller à un spot pour finalement ne pas être là, que les gens se disent en fait c'est un peu un con, pas très agréable, revenir chez moi et moi pendant tout l'event me dire qu'une chose c'est putain je serais mieux chez moi en train de bosser ou d'être dans mon lit, c'était moins productif que finalement dire non, je viens pas parce que j'ai X ou Y choses à faire, je te verrai, enfin on se verra quand ça sera plus calme, et que à force de lutter contre des choses qu'on n'a pas envie de faire, finalement on a un espèce de retour de bâton. À force de vouloir être trop altruiste, tu finis par passer pour un gros con. À force de vouloir être trop humble, tu peux finir aussi par être un peu prétentieux. Et ça te ramène à un truc tout con, mais qui est super difficile à faire, je pense, et qui est un peu l'objectif ultime de la vie. C'est se connaître et arriver à tout faire en accord à 100% avec qui l'on est, tu vois. Et si j'ai appris une chose de ces 20 dernières années sur le vélo, mais même pas que sur le vélo, en tant que juste homme avec un grand H, c'est que si tu veux que ça marche, si tu veux kiffer à 100%, fais des choses qui sont alignées avec qui tu es. Et ça peut paraître cliché de ouf, mais je pense que il y a 1 million d'exemples de choses que les gens font, et moi aussi, hein, j'en fais encore pas mal, que les gens font, qui sont pas alignés à 100% avec qui ils sont, avec ce qu'ils veulent vraiment, avec leurs valeurs, et ce qui fait que ils peuvent vite arriver à des plafonds de verre, où ils peuvent vite être malheureux sans trop savoir pourquoi. Et en fait, c'est juste parce qu'ils s'écoutent pas à 100%, quoi. Ou alors qu'ils écoutent leur ego. Et ça peut être méga dangereux aussi. Ah ben non, mais merci pour le partage, Nico. Bah écoute, hein, on savait qu'on allait passer un bon moment, on savait qu'on allait rigoler, ça a été le cas. Je savais que t'avais aussi des choses à partager plus profondes. Donc merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Moi, la dernière question, celle que je pose de manière rituelle, c'est un prochain invité pour Mordu, quelqu'un qui t'inspire et que t'aimerais écouter sur ce podcast. Invite un Léo Slemet, skieur freeride. Il a une histoire de malade, et d'ailleurs il vient de sortir un docu qui est ultra bien fait, qui a été réalisé par Mathis Dumas, qu'on connaît notamment pour son ascension de l'Everest, et monstre skieur, genre abusément bon sur les skis, et il a une histoire de ouf. Nico, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis merci d'être venu. Allez regarder le contenu de Nico qui est vraiment très cool. Et puis on se voit pour le docu. Je pense que le docu sera sorti quand cet épisode sortira, donc vous pouvez directement aller sur la chaîne de Nico Fleury. Paris-Suède à vélo pour voir un mec qui a mal au cul pendant 10 jours. Il y a des amateurs. Ouais, il y a des amateurs. Allez, salut, ciao. Ciao. J'espère que cet épisode de Mordu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, @mordulpodcast, pour les coulisses, les punchlines et les actus de la glisse et de l'outdoor. Et si vous avez des retours ou des idées d'invités, écrivez-nous directement. On adore échanger avec vous.
Écouter des podcasts, c'est cool. Rider, c'est encore mieux. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mordu. Ciao.